Bienvenue dans ce troisième module dans lequel on va enfin, après tous ces préliminaires, j'ai envie de dire, mais qui étaient nécessaires, pouvoir attaquer le pattern en lui-même. Donc il va y avoir deux modules sur le pattern. Un premier module qui va donc concerner le pattern quand on est dans la tendance et enfin pour rechercher des opportunités en tendance, donc avec la direction générale du prix. Et le module suivant qui sera le pattern en contre-tendance. Une chose très importante que je voudrais vous préciser maintenant au cas où je l'oublie par la suite de vous le repréciser et pour que vous ne soyez pas trop perturbé à l'issue de ce module. En réalité, une fois qu'on aura terminé ce module, vous n'aurez pas encore tous les éléments qui vous permettent de sélectionner vos entrées en position. Alors je sais, c'est frustrant. Il va falloir attendre de suivre la formation en entier, mais en même temps, c'est un petit peu le but. Et je vous cache pas que c'est un petit peu volontaire de ma part que je vous ai laissé, entre guillemets, des éléments manquants pour un petit peu vous forcer aussi. Alors je sais bien que vous seriez allé de toute façon à la fin de la formation, mais ça me permet d'être sûr que vous accordez la même attention à tous les éléments. Donc là, on va voir donc évidemment le pattern. Par contre, il vous manquera encore un élément très important, fondamental pour savoir quand déclencher vos trades, mais on le verra pas dans les deux modules de pattern, tendance et contre-tendance. Ce dernier élément, on le verra dans le module Money Management parce qu'en fait, le Money Management et la qualité potentielle du Money Management sur une opportunité va définir si vous allez prendre un pattern ou non. Au cas où j'oublie à vous le préciser après et que vous soyez perturbé à la fin de ce module en commençant peut-être à prendre des trades et en pensant que vous avez tous les éléments et peut-être pas être aussi étonné ou impressionné par la stratégie que vous devriez, c'est pour cette raison-là. Cette introduction étant faite, on va pouvoir donc commencer donc avec le, j'insiste, premier cas de pattern. Alors en réalité, vous allez voir que c'est le même pattern en tendance et en contre-tendance, mais pas dans la même situation. Simplement, plutôt que tout expliquer d'un coup et que ce soit un peu un gros micmac, j'ai préféré voilà, les séparer comme ça. Donc là, on est dans le premier cas, qui est le pattern en tendance. Donc le pattern a besoin de deux éléments. En réalité, trois. Le troisième, c'est dans le money management, mais pour l'instant, on en a besoin que deux pour commencer. Le premier élément, c'est d'identifier la zone de travail. Alors, on peut appeler ça la zone de potentiel. Peut-être que travail, c'est pas forcément le plus intéressant. La zone de potentiel, on va dire. On pourrait appeler ça la zone de probabilité aussi, slash probabilité. Vous l'appellerez après dans votre champ lexical personnel, j'ai envie de dire comme vous voulez. Je vais pas y arriver à l'écrire, hein. Probabilité, voilà. Bon, j'ai pas utilisé de mots parce qu'après, en fait, on va jamais utiliser le même et ça va être perturbant. Donc, on va appeler ça la zone de potentiel. Voilà, c'est plus simple comme ça. Donc, on a besoin de deux éléments. D'abord, identifier la zone de potentiel. Toutes les zones ne sont pas potentielles pour identifier ce pattern. Et une fois qu'on a identifié les zones de potentiel, eh bien, on va chercher un comportement spécifique du prix. Ce sera le deuxième élément. Donc, commençons avec le premier élément, la zone de potentiel. Donc, la zone à rechercher, on peut l'appeler, en fait, enfin, on l'appelle zone de potentiel, mais à quoi ça correspond dans le comportement du prix? Ça correspond à ce que j'appelle, enfin, ou ce qu'on peut appeler une extrême correction. C'est-à-dire une correction, mais une correction qui va au-delà du cas moyen, du cas général. C'est pour ça qu'on se sert des bandes de Bollinger avec les déviations standards pour aller justement repérer des endroits qui sont qu'on pourrait qualifier d'anomalie, mais j'aime pas trop utiliser ce mot parce qu'en fait, il n'y a jamais vraiment d'anomalie sur le marché, il est là où il doit être. Mais certains appelleront ça une anomalie. On peut aussi appeler ça des zones comment dire, des situations un peu plus improbables. Donc, il y a des corrections qui sont dans des amplitudes, on va dire, moyennes, et il y a des corrections qui sont dans des amplitudes supérieures nettement en termes de probabilité supérieure à la moyenne et qui vont arriver beaucoup moins souvent. Et ces zones-là vont représenter donc nos zones de potentiel dans lesquelles après on va chercher un comportement, une réaction spécifique du prix. Donc ces zones d'extrême correction dans un pattern en tendance, c'est très simple, je vais vous le montrer sur les graphiques évidemment. On est dans une tendance, mettons, haussière, je vais vous dire aussi comment on détermine si on est en tendance haussière ou baissière. Alors c'est une convention, on pourrait trouver mieux, moins bien, etc. On va en définir une qui marche pas trop mal. Si d'aventure un jour vous me faisiez une suggestion pour avoir
une identification de tendance plus pertinente, je serais tout oui. Mais en tout cas, tel que je vous délivre les choses, là, ça marche déjà très bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, donc on est dans une tendance qu'on va identifier, et tant qu'on est dans cette tendance, par exemple une tendance haussière, on va chercher des corrections à l'intérieur de cette tendance haussière qui sont au-delà de deux déviations standards, qui sont au-delà de la correction moyenne, de la correction habituelle, et on est dans des corrections qui sont davantage improbables. Improbables dans le sens où la probabilité est faible. Alors pour identifier ces zones, on va dire, de potentiel qui sont donc des corrections entre guillemets improbables, c'est-à-dire qui arrivent moins souvent que la moyenne dans une quantité de déviation standard, eh bien on va se servir donc des deux bandes de Bollinger. Donc la bande de Bollinger supérieure que je vais appeler jaune hein, par convention parce que je l'ai mis en couleur jaune. Voilà la bande. Si des fois je dis jaune au lieu de supérieur, m'en voulez pas, ou si je dis supérieur au lieu de jaune, pour moi ça veut dire la même chose étant donné que j'utilise toujours ces couleurs. Donc on va se servir d'abord pour identifier la tendance de la bande de Bollinger supérieure, la bande de Bollinger jaune. On va se servir tout simplement de son point médian qui est tout simplement cette moyenne mobile qu'on voit tout simplement à mi-chemin, à mi-hauteur des bandes de Bollinger qui est tout simplement une moyenne mobile simple. Donc en l'occurrence ici, pour info, on est en H1, on est sur le Dow Jones si ça vous intéresse. Donc étant donné qu'on est en H1, ça signifie que la bande de Bollinger jaune doit être ici en x4, donc à 80. Donc ça veut dire que la médiane est tout simplement une moyenne mobile ici, simple, à 80 périodes de l'UT de travail. Donc cette bande de Bollinger jaune va nous servir à identifier si on est plutôt dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Donc c'est très simple. Si le prix est au-dessus de la moyenne mobile jaune, on va considérer qu'on est dans une tendance haussière. Et si le prix est en dessous de cette moyenne mobile jaune, eh ben, on va considérer qu'on est dans une tendance baissière. Voilà. C'est pas parfait, mais encore une fois, il n'existe pas d'outil parfait pour définir une tendance. Le principal problème des moyennes mobiles, je vous le dis en full discrétion, full disclosure comme on dit en anglais, au cas où vous ne le saviez pas, mais je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes quand même un petit peu calés normalement si vous en êtes au stade de la masterclass. C'est que, j'ai fait une parenthèse et j'ai perdu le fil du début de la phrase, mais je vais y revenir. Oui, voilà, le problème des moyennes mobiles, c'est que, eh bien, en fait, il y a un lag, il y a un retard, c'est-à-dire que quand on est sur la fin d'une tendance, donc en l'occurrence ici, on est sur la fin d'une tendance, en réalité, le prix repasse en dessous de la moyenne mobile à cet endroit-là, mais en fait, le point idéal, entre guillemets, de changement de tendance, il était ici. Il n'y a pas d'outil parfait pour établir une tendance. Celui-là est pas mal. Et le grand avantage de celui-là, c'est que du coup, il nous permet de ne pas rajouter d'autres indicateurs. Puisqu'on a besoin de deux bandes de Bollinger pour travailler avec cette stratégie. Et bah, du coup, on utilise ces deux bandes de Bollinger pour faire tout ce dont on a besoin. Et vous allez voir que ça fonctionne quand même pas trop mal comme ça. Voilà. Et pour le cas de figure justement spécifique dans lequel justement on est dans cette... Là, en fait, la zone de lag, parce que je vais vous l'expliquer dans pas très longtemps, donc je peux déjà commencer à vous en parler. La zone de lag ici, vous voyez qu'on a une tendance haussière, donc le prix est au-dessus de cette moyenne mobile. Donc là, on a le vrai point d'inflexion parfait, mais qui n'est pas trouvable, hein. Je vous le dis. Hein, sinon, si un outil de suivi de tendance permettait de savoir où est ça, on n'aurait pas besoin de stratégie, on aurait juste besoin d'acheter ou de vendre à cet endroit-là. Donc là, la zone... on va dire de lag de la moyenne mobile commence ici et termine ici. Je vais vous donner une grille de lecture dans la stratégie et dans quelques minutes qui va nous permettre d'éliminer 80 à 90% des faux départs qui pourraient se définir dans cette zone de lag. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser et très efficace. Donc fin de la parenthèse par rapport à ça, à tous ceux qui ont dit mais pourquoi tu utilises une moyenne mobile et pourquoi tu n'utilises pas ça et machin et truc. Voici la méthodologie et les raisons. Donc, identifions la tendance de cette manière-là. Donc, on a identifié une tendance et au sein de cette tendance, maintenant, on va chercher des zones d'extrême, entre guillemets, d'extrême correction. Comment est-ce qu'on va identifier ces zones d'extrême correction et surtout les zones dans lesquelles
la probabilité que cette extrême correction arrive et touche à sa fin, parce que c'est ça qui va nous intéresser, eh bien, on va se servir encore une fois des bandes de Bollinger, mais là, on va se servir des bandes de Bollinger de l'unité de travail, donc les bandes de Bollinger blanches. Donc, en fait, ce qu'on va rechercher, c'est dans une tendance haussière, donc quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile jaune, des contacts avec la bande inférieure de la bande de Bollinger blanche. Donc on va les identifier. Ce n'est pas encore le pattern, hein. Là c'est juste l'identification des zones pour l'instant. Donc ne commencez pas déjà à partir sur vos courtiers là. Je vais utiliser le pinceau, bref on s'en fout. Donc je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà, et on va identifier tout ça. Hop. Donc ici, on est au-dessus de la moyenne mobile, le prix au-dessus de la moyenne mobile jaune, et j'ai contact avec la borne basse des bandes de Bollinger blanches. Donc ici, j'ai identifié donc une zone à potentiel. Ensuite, j'ai cet endroit-là. Ensuite, j'ai cet endroit-là. Ensuite, j'ai cet endroit-là. Ensuite, j'ai cet endroit-là. Ensuite, eh ben, on passe. Donc là, c'était dans cette tendance haussière, c'était tous les points d'intérêt potentiel pour évidemment acheter, hein. Donc je vais mettre la flèche. Donc ici, 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 ici et ici. Et maintenant, on va passer donc dans la tendance baissière. Alors, j'ai pas spécialement choisi mon graphique, ça tombe bien que ça correspond à ce que je vais vous montrer, mais j'essaye le moins possible dans la formation de choisir mes zones justement pour que ça m'arrange et qu'après on vienne me dire encore je ne sais quoi. Donc, je vais essayer au maximum de pas spécialement choisir mes zones, mais après, c'est sûr que d'un point de vue pédagogique, je vais pas non plus prendre des zones complètement dégueulasses parce que sinon vous n'allez pas comprendre le principe de base. Donc ensuite, je vais utiliser encore le pinceau. Donc là, on passe en tendance baissière ici. Donc les points de contact, ou en tout cas de très forte, de contact ou de quasi-contact, on en a un ici, 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 et ici, et après on repasse au-dessus, donc ça marque la fin, au moins temporaire de cette tendance. Et donc là, je vais évidemment mettre des flèches de zone à potentiel de vente. Ici, ici et ici. Voilà, donc là si je dézoome pour faire un petit peu le bilan de la situation, on voit bien déjà quand même qu'il y a quelque chose qui se passe qui est assez intéressant, sans même aller plus loin dans les règles et dans la précision des règles. On voit bien ici qu'il se passe quand même quelque chose d'intéressant en envisageant d'acheter ici, 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 puis de vendre ici, 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 ici. Évidemment, ce n'est pas suffisant, mais ça représente bel et bien des zones d'intérêt potentiel. Donc voilà comment identifier les zones à potentiel donc pour le pattern en tendance. Alors maintenant, il y a certains qui vont peut-être se poser la question, ok, c'est bien joli, mais si on est entre les deux, c'est-à-dire si le prix il est plus ou moins un petit peu, à la fois un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous de la moyenne mobile jaune, qu'on n'arrive pas bien à définir si on est clairement au-dessus ou clairement en dessous. Une chose qui va déjà beaucoup aider, c'est la clôture du prix au moment, quand vous aurez tous les éléments du pattern, vous allez voir qu'on va travailler uniquement à clôture du prix. Ça, c'est quelque chose qui est super confortable aussi. Si vous ne travaillez pas comme ça, ou si vous travaillez comme ça, vous pourrez le confirmer. C'est super confortable aussi pour la gestion du temps, la gestion de votre agenda personnel, etc. De travailler sur des bougies clôturées parce que vous savez, entre guillemets, à l'avance quand vous allez devoir regarder et surveiller le prix. Donc, mettons même si vous êtes en H1, par exemple, qui est déjà assez dynamique en termes de surveillance, vous savez que de 15h01 à 15h59, vous avez entre guillemets pas besoin de regarder ce qui se passe avec le prix si vous êtes en recherche d'opportunités parce que vous serez sûr que vous ne serez pas dans des clôtures. Donc ça, c'est très confortable. Petite parenthèse. Donc on va travailler avec la clôture du prix. Donc déjà, regardez la clôture du prix. Si elle est dans le bon sens ou pas, si elle est au-dessus ou en dessous de cette moyenne mobile par rapport à l'opportunité. Et si il y a une réaction intéressante de rebond dessus, par exemple, ou si au contraire, vous avez une bougie qui est à la fois à moitié en dessous, à moitié en dessus. Si vous n'arrivez pas bien à déterminer visuellement
si la moyenne mobile va dans le sens de la tendance ou pas dans la situation. Ça veut dire que les autres non plus, entre guillemets, ceux qui traquent les moyennes mobiles, notamment, et pour identifier ces tendances ou voire même déclencher des trades, auront la même difficulté. Donc moi, ce que je vous recommande de faire dans ce cas-là, et pour éviter de prendre des trades de doute, on ne prend pas des trades de doute en général avec quelques stratégies que ce soit, et encore, voilà, alors je vais y arriver, et on prend encore moins des trades de doute avec cette stratégie. Le but, ce n'est pas de suer, ce n'est pas de transpirer, ce n'est pas d'être angoissé, c'est au contraire une stratégie pour être pépère, serein, à la fois grâce au money management, mais aussi à la façon de gérer les patterns. D'une part parce qu'on travaille sur les clôtures, et d'autre part parce que si on ne sait pas trop où on en est, on prend juste pas le trade, et puis c'est pas grave, il y en a plein d'autres de toute façon, surtout avec cette stratégie. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'en plus, finalement l'opportunité arrive assez, qu'on recherche arrive assez régulièrement, et c'est super. Donc, je vous donne un exemple potentiellement perturbant, ici là. Voilà. Ici, on est sur une zone où on arrive en contact avec les bandes de Bollinger inférieures, donc potentiellement pour rechercher un achat. Et là, le prix dans cette zone-là, il est plus ou moins à la fois sur toutes les bougies, à la fois au-dessus et en dessous de la moyenne mobile jaune. Donc, est-ce qu'on est bon ou pas? Si vous n'arrivez pas juste en essayant de vous faire une opinion par rapport à ça, et notamment en regardant la clôture, mais aussi de regarder un petit peu comment le prix s'est comporté, là, le prix se comporte très mal parce qu'on n'a pas juste eu un petit traversement qui a été rejeté de la moyenne mobile. Là, on a vraiment eu de nombreuses périodes dans lesquelles le prix s'est trouvé à la fois au-dessus et en dessous. Donc là, le prix ne respecte pas forcément super bien cette moyenne mobile jaune, et ça peut être un petit peu ennuyeux. Donc, un petit conseil que je vous donne, si vous voulez prendre une décision et une façon de déterminer les choses par rapport à ça, regardez la vague précédente. Donc là, on est potentiellement dans un creux. Forcément, on ne sait pas encore si le creux est terminé, puisqu'on est, on est à ce moment-là. Là, ça peut peut-être continuer de baisser encore, et ça, c'est peut-être pas forcément un creux, ça peut être juste un ralentissement dans une impulsion baissière. Mais potentiellement, on peut le considérer comme un creux. On regarde le creux d'avant. Là, le creux d'avant, il est là. Donc là, on est dans une dynamique ici qui est haussière, qui est très clairement haussière. Donc ça, c'est un élément qui peut nous aider à déterminer si jamais on a un pattern d'achat qui est validé dans cette zone-là, pour décider de prendre le pattern à l'achat ou pas. Si malgré, en rajoutant cette vision sur la vague précédente, vous avez toujours un doute, et là on a même deux, parce que là on a à la fois les deux creux précédents qui sont en montée, mais aussi les deux sommets précédents qui sont en montée. Donc ça c'est très intéressant. Et ça permet en plus, cette lecture-là immédiate permet d'occulter, de ne pas être influencé par cette forte tendance baissière-là qui pourrait nous filer un peu la pression par rapport à ça. Nous, on va quand même regarder ce qui se passe maintenant sur le prix parce qu'on va chercher des impulsions immédiates. Donc on s'en fout sur le long terme, enfin c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est moins important sur le long terme ce qui se passe. Donc ici, regarder les vagues précédentes va nous aider à déterminer. Si même en regardant les vagues précédentes, vous n'êtes toujours pas à l'aise dans votre slip, j'ai envie de dire, vous torturez pas, prenez pas le trade et puis passez à la suite. Dernière recommandation qui va me permettre de clôturer ce chapitre sur l'identification des zones de potentiel. Je vous disais tout à l'heure qu'on a un cas de figure qui est entre guillemets problématique, mais bon, il faut toujours de toute façon gérer les problèmes du mieux qu'on peut. À la perfection, ça n'existe pas. C'est le phénomène de lag dans l'identification d'une tendance avec une moyenne mobile, en l'occurrence celle-là. Donc là, vous voyez que le lag, il est entre... Alors des fois, il sera moins fort que ça, mais en tout cas, voilà, ça va arriver. Entre le point d'inflexion idéal qui est ici, mais qu'on ne peut pas savoir à l'avance, et le point où le moment où la moyenne mobile nous indique un changement de tendance. Donc là, ici, on a potentiellement deux trades à l'achat qui sont à risque, puisqu'en fait, ils sont contre le début de changement de tendance et potentiellement, on peut se faire piéger. Alors naturellement, certaines de ces opportunités vont être filtrées par le pattern de rebond qu'on va rechercher donc, dans le chapitre suivant, dans ces zones de potentiel, mais pas tout le temps. Et moi, la règle que je peux vous donner, alors vous allez me dire, j'avais dit qu'il n'y avait pas de filtre, ça on pourrait presque dire que c'est un filtre. Je ne l'appelle pas forcément un filtre dans le sens où c'est un filtre, c'est quelque chose où vous allez vous dire, ouais, bon, fais attention, si on a un ou deux ou trois, souvent je fais une liste de filtres, et puis je vous dis si on a un, ça va, si on a plusieurs, ça va plus, et du coup,
c'est pas très net, on va dire, et il y a quand même une marge, on va dire, d'incertitude qui est assez importante. Là, je vais vous donner une règle qui est très nette et qui sera sans ambiguïté dans cette situation-là. Intégrez-le simplement, ne le considérez pas comme un filtre. Ça fait partie de la règle, d'une des règles à appliquer, dans la liste des règles à appliquer pour déclencher un trade. C'est, donc j'y viens, que quand vous avez une tendance bien marquée, comme c'est le cas ici, et que le prix a fait une sortie complète des bandes de Bollinger jaunes. Donc là, si j'enlevais les bandes de Bollinger blanches un instant pour qu'on visualise mieux et que je j'utilise le petit pinceau, vous voyez qu'ici, on a une sortie complète du prix pendant plusieurs bougies intégralement des bandes de Bollinger jaunes. Ça, c'est des zones d'extrême et en plus d'extrême de l'unité de temps supérieure. Donc là, on est à fort risque d'inversion de tendance, ne serait-ce que dans un mouvement immédiat. Mais comme c'est un mouvement immédiat de l'unité supérieure, il peut durer dans notre unité de travail un certain temps et être considéré comme un changement de tendance dans notre unité de travail à nous. Eh bien, on a un risque ici, à partir de ce moment-là, de se retrouver en fait dans un début d'inversion de tendance, même si on n'en est pas encore certain. Moi, la règle que je vais vous donner, toute simple à appliquer, c'est que si juste après cette situation de impulsion plus sortie du prix des bandes de Bollinger jaune, vous avez assez rapidement dans le mouvement qui suit une opportunité dans le sens de la tendance initiale, bah en fait vous la prenez pas. Voilà, vous la prenez pas, vous les dégagez systématiquement celle-là. C'est très efficace, ça va filtrer énormément de mauvaises opportunités. Ça va en filtrer de temps en temps quelques-unes qui sont bonnes aussi, mais globalement, ça en enlève plus de mauvaises que de bonnes. Donc du coup, en termes d'equity général, d'évolution de votre capital, c'est positif. Si vous voulez pas l'utiliser, cette règle, ne l'utilisez pas. Par défaut, moi je vous recommande d'ingérer toutes les informations et les règles que je vous donne sans vous poser de questions. Vous l'appliquez dans votre trading, vous commencez à engranger de l'expérience, de l'habitude de travail, et ensuite, une fois que ce processus-là est fait, mais qui peut durer des semaines, voire des mois, vous commencez peut-être à réfléchir à comment je pourrais personnaliser un peu le truc. Mais commencez pas du départ à me dire, et si on rajoutait ce filtre, et si on rajoutait cet indicateur, et si on enlevait ça, et si on faisait ci, alors que vous n'avez même pas tradé avec, je l'ai vu tellement de fois ce cas de figure-là, maintenant je préfère vous le dire tout de suite. Faites-moi confiance, j'ai quand même passé beaucoup de temps sur la stratégie, donc commencez par l'appliquer, j'ai envie de dire, mais de manière bête et méchante. Et moi, la règle que je vous donne par rapport à ça, c'est que la première opportunité valide après une belle tendance plus une sortie de route, j'ai envie de dire, vous voyez, imaginez que là, ces bandes de Bollinger jaune, c'est une route et que le prix, c'est une voiture qui est sur un circuit et qui roule sur la route, hein, tout simplement du circuit. Et que là, en fait, il a fait une sortie de route. Hein. Enfin, de circuit ou pas de circuit, mais qu'il a fait une sortie de route. Donc, quand vous avez une belle direction plus une sortie de route, si rapidement après ça, vous avez une opportunité dans le même sens, donc là, le sens haussier, donc ici, c'est là la première, vous la dégagez systématiquement. Voilà. Donc d'ailleurs, on voit bien ici que le fait d'écrémer celle-là, c'est plutôt une bonne chose. Là, vous en avez une deuxième juste après. En l'occurrence, la deuxième juste après, on s'en sort bien, mais c'est pour d'autres raisons. Mais voilà, vous allez vous rendre compte que très souvent, le fait de dégager la première va limiter énormément le fait de vous piéger par ces effets de lag là. Donc pour information, au cas où certains se poseraient la question, dans la situation précédente ici, là pour moi c'est valide aussi d'écrémer ça. Hein. Parce que là on a quand même, si on part de, voilà, quand on est ici, on a quand même un beau mouvement. Alors certes il est moins puissant et moins long que quand on arrive là, mais pour moi il est malgré tout assez beau. On a une belle sortie de route, on va appeler ça ici. Donc pour moi, pareil, ça c'est suffisant, ce cas de figure pour ici écrémer également ce premier trait dans le même sens qui intervient juste après. Voilà. Il y aura des situations où ce sera moins net, où c'est-à-dire qu'on aura vraiment une sortie, mais qui ne s'insérera pas dans une belle impulsion de tendance. Dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement ne pas respecter la règle. Après, ça viendra avec l'expérience. C'est pas non plus méga critique, quoi.